Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de cette opportunité. Je remercie l'Académie, la Fondation de médecine, de pouvoir présenter aujourd'hui les résultats du livre blanc, voilà, qui est un travail de synthèse bibliographique. Ce n'est pas un travail expérimental, il n'y a pas de données nouvelles produites, c'est vraiment une analyse de la bibliographie disponible. Donc un travail qui a été réalisé par Stéphane Michera sur plus d'1 an, sous la direction de Cécile Laitier, qui est dans la salle, mais également moi-même, et la relecture attentive d'un comité interdisciplinaire et intersectoriel. J'y tiens et j'y reviendrai dans ma conclusion. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler quelques éléments d'objectifs de ce livre blanc et quelques rappels sur ces produits particuliers qui nous rassemblent aujourd'hui, les fromages. Alors, l'objectif de ce livre blanc était bien de partir des données disponibles en santé humaine, et non pas des données disponibles dans le produit, bien de partir des données en santé humaine, de recenser les incidences concrètes de la consommation de fromage sur les populations, sur les individus. Donc c'est un travail de recensement bibliographique qui finalement se trouve être beaucoup focalisé sur le bien-être physique, parce qu'il y a beaucoup de revues d'études sur ce sujet-là, mais il évoque également les sujets de bien-être mental et social. Donc c'est vraiment un livre circonscrit à la santé des individus tel que défini par l'OMS et n'a pas vocation à investiguer d'autres bénéfices économiques, environnementaux et sociétaux de l'activité fromagère qui sont non négligeables, mais ce n'est pas l'objet de ce livre. La synthèse bibliographique a concerné l'ensemble de l'offre fromagère, que les produits soient issus de lait cru ou de lait pasteurisé, avec une attention particulière à leur richesse en biodiversité microbienne et avec ses impacts sur le microbiote et la santé humaine. Microbiote qui fait l'objet de découvertes sans cesse, plus récentes, et qui constitue, vous le savez, un front de science en santé. Et sans déflorer la suite de mon exposé, je voulais signaler tout de suite ici que malheureusement, la littérature ne précise que très rarement le type de fromage consommé, le type précis, ce qui ne permet pas donc d'analyser facilement, assez finement, l'impact entre diversité microbienne des fromages et impact sur la santé. Pour autant, dans ce travail de synthèse, la somme des données cumulées peut nous permettre d'émettre des hypothèses fortes quant aux impacts entre degrés de microbiodiversité des fromages et impact santé. Alors, c'est un travail donc, de revue bibliographique qui permet de rassembler, et c'est assez inédit, un maximum de données disponibles dans la littérature sur ces aspects-là, principalement les publications sorties entre 2018 et 2023, pour apporter en fait des connaissances et puis des niveaux de preuves associés, puisque toutes les études de la descriptive à l'analyse interventionnelle n'ont pas le même degré de confiance. Et dans la suite de mon exposé, j'utiliserai des petites signalétiques sur les feux avec des niveaux de preuve de confiance élevés et puis des axes qui restent à explorer. Alors, quelques éléments de rappel sur le produit quand même qui nous rassemble aujourd'hui, donc très rapidement. Le lait est un élément complet avec une matière sèche qui varie selon les espèces, mais dont on retrouve les principaux constituants, et puis qui varie en fonction des espèces de ruminants, leur stade physiologique, leur alimentation, les pratiques d'élevage. Et les 3 étapes de transformation du lait en fromage, sous l'action de micro-organismes natifs ou ajoutés lors de la fabrication, conduisent finalement à de profondes modifications du lait matière première et modifications qui sont variables selon le type de fromage et la technologie de fabrication. Alors, ces grandes étapes, coagulation, égouttage, affinage, en fait, font du produit fini un fromage, fromage au pluriel, un aliment très différent du lait dont il est issu, avec au moins 7 grands types de familles technologiques. Et en général, on a plus d'1 milliard de bactéries, levures, moisissures, qui sont présentes par gramme de fromage. Mais en fait, on a peu de connaissances en fait, sur cette biodiversité et surtout
sur les facteurs qui déterminent cette biodiversité. Alors je dis on a peu de connaissances, jusqu'à finalement une étude très récente d'août dernier, menée par une équipe de recherche composée à la fois de chercheurs INRAE, CEA, mais également du monde professionnel, qui ont pu étudier la diversité microbienne des fromages AOP et des laits associés, avec un échantillonnage vraiment représentatif des fromages en France, mais finalement de la diversité des fromages qu'on peut trouver dans le monde, et qui ont réalisé finalement des analyses de séquençage, mais en associant aussi des métadonnées associées aux pratiques. Et les résultats de cette étude ont montré, bien sûr, confirmé la richesse microbienne des laits et des fromages, mais en confirmant également qu'il y avait une grande diversité indigène qui était bien supérieure à celle qu'on pouvait apporter lors du process. Et par ailleurs, ils ont également confirmé l'existence d'un corps microbiome fromager, donc qui confirme bien ce concept de type de microbiome fromager, finalement très individuel, voire individualisé. En croisant ces données avec les informations recueillies sur les pratiques, les chercheurs ont montré également que le facteur AOP, en termes de zone géographique ou de facteurs liés aux pratiques et donc facteurs humains, avait également un impact considérable sur la diversité du microbiote des laits et des fromages. Alors, je vous ai mis une galaxie parce que finalement, la diversité microbienne des fromages, c'est une véritable galaxie, à mettre en regard à la galaxie des microbiotes du côté humain. Et donc, finalement, on a un univers à explorer. Alors, pour reprendre, les fromages donc, sont une source de nutriments et de micro-organismes vitaux pour l'être humain, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Ils se couvrent en France une part significative des apports nutritionnels conseillés. Ils apportent, on a vu, des micro-organismes et puis également les éléments produits par ces micro-organismes. Et puis en France, étant donné la consommation annuelle de fromage, les fromages sont la première source de micro-organismes vivants de notre alimentation. Dans la littérature, on trouve une estimation d'ingestion par les fromages de 1 à 100 milliards de micro-organismes par jour et par personne. Alors abordons maintenant les principaux enseignements issus de cette synthèse bibliographique et je vous encourage vraiment à lire le document parce qu'évidemment je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails. C'est un livre qui a été organisé en 7 grands chapitres, 6 selon des grandes affections, et puis un premier chapitre consacré à l'impact de la consommation de fromage sur le microbiote digestif de l'homme. Alors, je ne vais pas rappeler, mais le microbiote digestif a des impacts multiples sur notre santé, fait partie des éléments qu'on trouve dans la littérature, à la fois en participant au bien-être général, en contribuant à la protection contre les maladies neurologiques, cardiovasculaires, en contribuant à l'effet barrière, à la maturation du système immunitaire, mais évidemment, en cas de dysbiose, dans ce cas-là, le microbiote peut être un facteur favorisant l'obésité, les cancers, les diabètes, les maladies intestinales chroniques inflammatoires. Alors la consommation de fromage, et ça a été montré dans de nombreuses publications, influence la composition du microbiote intestinal de différentes façons. J'ai repris sur cette diapositive. Certaines microflores de fromage produisent des exopolysaccharides qui favorisent finalement l'abondance des bactéries lactiques et l'accroissement de la diversité de notre microbiote. Certaines autres bactéries dans certains fromages réduisent l'abondance de microflores associées à la prise de poids, notamment type Bacteroides. La consommation de fromage permet de favoriser l'abondance de microflores productrices d'acides gras à courte chaîne et favorise l'abondance de flore appliquée dans l'effet barrière. Donc ça, on a vraiment un nombre considérable de publications à ce sujet qui ont fait quelque chose d'assez solide scientifiquement. Après, d'autres rôles des microflores des fromages dans le maintien du mucus de la paroi intestinale sont explorés, mais là, on a moins de publications et parfois des études contradictoires. Les fromages sont également source de pré- et de probiotiques pouvant impacter le microbiote par la présence d'acides gras à courte chaîne, de peptides bioactifs qui sont produits lors de l'affinage, et la concentration dans ces peptides est d'autant plus importante que l'affinage des fromages est long, ou par la présence de minéraux et d'acides aminés. Et donc, il y a différents rôles protecteurs de ces molécules contre le stress oxydatif, les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. On va le voir.
Alors commençons par ce que dit la littérature en ce qui concerne la consommation de fromage et les maladies allergiques et atopiques. Alors les protéines de lait de vache sont responsables, et c'est très documenté, d'allergies chez les nourrissons. Entre 0,5 et 3% des nourrissons sont atteints. Et puis cette prévalence diminue en fait rapidement avec la croissance, puisqu'on a une prévalence de 0,5% chez les adultes. Alors j'ai dit protéines de lait de vache parce qu'on a bien des allergies à d'autres types de protéines, mais c'est moins documenté dans la littérature. Ce qu'on sait également, d'après la littérature, c'est que la cuisson du lait de vache et sa transformation en fromage réduit cette sensibilité en raison de l'action des protéases pendant l'affinage en particulier. Alors on sait que ça réduit, d'après la littérature, on peut dire que c'est une réduction d'environ de moitié, mais ça resterait à confirmer par d'autres études pour chiffrer cette réduction. Et puis, à noter également que certaines protéines allergisantes ne sont pas protéolysées et demeurent dans le fromage. Et puis, parfois même, la protéolyse qui a lieu au cours du process peut conduire à la formation de peptides allergisants. Dans la littérature, on trouve aussi que certaines souches de bactéries lactiques présentes dans les fromages, qui sont spécifiques, pourraient être utilisées pour fabriquer des fromages hypoallergéniques. Donc c'est peut-être une voie à explorer. Par ailleurs, en ce qui concerne les maladies atopiques, dermatite atopique, rhinite allergique, asthme et autres types d'allergies alimentaires, il y a plusieurs dizaines d'études observationnelles sur ces 3 dernières décennies qui montrent un lien entre la vie dans une ferme et la consommation de produits de la ferme, produits laitiers de la ferme, lait cru ou fromage, et la diminution du risque de développer ces maladies atopiques chez les enfants. Ces publications, donc entre 1990 et 2020, qui ont été réalisées avec des études réalisées au Japon, en Australie, en Turquie et en Europe, donc avec des territoires, des populations, des habitudes alimentaires différentes, et notamment en Europe avec la cohorte Pasteur, qui a eu une cohorte en France, notamment en Franche-Comté. Alors, ces études, au-delà de l'observation, avancent aussi des hypothèses sur les facteurs qui peuvent expliquer les effets protecteurs observés. Alors, notamment, dans les plus de 40 publications de Pasteur, il y a des études qui montrent, qui se focalisent vraiment sur le lait cru. Et donc, cette consommation de lait cru serait associée à une maturation optimale du microbiote intestinal dans le jeune âge, avec une concentration plus forte en acides gras à courte chaîne, en oméga 3, en acide linolénique conjugué, et qui aurait un effet anti-inflammatoire et finalement un impact sur la maturation du système immunitaire des enfants. Par exemple, certaines études montrent que la consommation de lait cru par rapport à du lait pasteurisé réduit de 30% le risque d'infection respiratoire et de fièvre au cours de la première année de vie, et ça c'est vraiment solide et robuste en termes de démonstration dans la littérature. En ce qui concerne les fromages, ce qu'il a été démontré, c'est qu'une consommation précoce de fromage, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de fromage, réduit de façon significative le risque de développer une dermatite atopique. Et il a été également montré que plus cette consommation est diversifiée, encore une fois en type de fromage, plus le risque de survenue des allergies alimentaires est diminué. Alors, en termes de facteurs pouvant expliquer ces observations et ces effets protecteurs, ça pourrait être dû à la maturation optimale du microbiote dans le jeune âge, avec l'ingestion de microflores capables de moduler la réponse immunitaire, à la présence de bactéries lactiques et propioniques présentes dans les fromages qui présentent des propriétés anti-inflammatoires, et finalement au développement plus précoce du système immunitaire chez l'enfant. Bon, alors bien sûr, ça reste des données à confirmer, restant à consolider notamment par des études interventionnelles. En tous les cas, le niveau de diversité microbienne des fromages, par son interaction directe avec le microbiote intestinal et le système immunitaire, pourrait donc présenter un facteur favorable pour limiter l'apparition de maladies atopiques. Alors, à noter que cette diversité microbienne est d'une manière quasi systématique plus importante dans les produits au lait cru. Donc, c'est également à investiguer.
Passons maintenant aux données disponibles quant aux bénéfices et aux risques de la consommation de fromage vis-à-vis des maladies inflammatoires du tractus digestif. Et ce que nous dit la littérature. Alors les MICI, type maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, ont significativement augmenté ces dernières années. Ainsi, en France, à l'heure actuelle, on compte plus de 200 000 patients atteints de MICI, sont liés à une hyperactivité du système immunitaire digestif. Et dans la littérature, de nombreux travaux ont récemment réalisés sont intéressés pour attester l'effet de certaines souches présentes dans les fromages ou de certaines molécules. Et la plupart ont vraiment mis en évidence, dans les conditions expérimentales testées, un effet protecteur de ces bactéries ou molécules contre l'inflammation. Et elles vont même un peu plus loin, j'avais été un peu vite. Elles proposent également des mécanismes d'action qui restent à explorer et qui mettent en jeu les bactéries lactiques et propioniques, les acides gras type oméga 3 et les peptides. Mais ça reste à confirmer. Mais bien sûr, ces études observationnelles ont des limites, puisque ces effets n'ont pas été confirmés par suffisamment d'études chez l'homme. C'était chez des patients. Donc ça reste à explorer. Et puis, les résultats des études disponibles sont parfois contradictoires, puisque certaines montrent que la consommation de produits laitiers, dont les fromages, entraîne une diminution des marqueurs de l'inflammation, tandis que d'autres ne mettent pas d'effet en évidence, voire observent une augmentation. En tous les cas, la consommation de produits laitiers n'a à ce jour jamais été associée à un surrisque de développement ou de rechute de MICI, et des travaux sont nécessaires pour préciser in vivo, chez les patients, le rôle protecteur que pourraient avoir ces produits, ces fromages, sur l'inflammation intestinale. Alors voyons maintenant le chapitre des maladies infectieuses et de la consommation de fromage. Alors, par sa richesse en nutriments, sa haute teneur en eau et son pH proche de neutralité, le lait peut être contaminé par de nombreux micro-organismes. Certains sont utiles et essentiels à la transformation du lait en fromage, on l'a vu, tandis que d'autres peuvent présenter un risque infectieux pour l'homme. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce que l'ANSES a publié en 2019, c'est que les produits laitiers sont impliqués dans 3% des toxi-infections alimentaires collectives en France. Ce qui est toujours qui fait des gros titres dans la presse, mais en fait, le nombre de cas groupés n'est que la partie visible d'un nombre de cas sporadiques plus important en général. Mais il est difficilement attribuable à une source notamment alimentaire, et en particulier au fromage. Donc l'attribution des sources, tout aliment confondu, en particulier au fromage, en particulier à certains types de fromage, reste vraiment un challenge et ça reste à explorer. Ce qu'on sait, c'est que la liste des principaux pathogènes susceptibles d'être présents, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella, E. coli producteurs de chicatoxines, et qui varient vraiment en fonction de la gravité de leurs effets, selon les souches, selon la sensibilité des patients, les relations dose-réponse qui sont parfois très individualisées. Ils varient également en termes de leur écologie, leur épidémiologie, leur modalité d'entrée dans la chaîne de collecte, au moment de la traite, leur comportement lors de la transformation même du lait en fromage, et puis les données de prévalence, elles varient énormément selon les pays, les laits, la technologie fromagère utilisée, et puis même selon les études, puisque les plans d'échantillonnage sont souvent très variables, ce qui rend difficile leur comparaison. Alors je voulais quand même signaler ici le tout récent avis de l'ANSES, qui a permis d'agréger en fait les dernières connaissances disponibles pour évaluer les risques associés au fromage. Et en particulier qui propose une approche originale couplant agents pathogènes et familles technologiques de fromage pour des modalités de maîtrise adaptées et pertinentes. Alors ce qu'on trouve également, ce qu'on peut signaler aussi en termes de risques liés aux maladies infectieuses, c'est que la consommation de fromage pourrait représenter un risque vis-à-vis de la diffusion de l'antibiorésistance. Parce qu'en fait, on a découvert de nombreuses souches résistantes, notamment chez Staphylococcus aureus, souches que l'on peut retrouver dans les fromages.
Alors, finalement, pour lutter contre ces micro-organismes pathogènes ou l'antibiorésistance, eh bien, il faut passer par une combinaison de mesures de maîtrise. Alors, évidemment, les mesures de maîtrise les plus efficaces sont les mesures en amont, comme les bonnes pratiques d'élevage ou l'hygiène de la traite, mais également à noter qu'il existe des mesures de maîtrise, j'allais dire, naturelles liées au procédé de fabrication, puisque la vitesse d'acidification lors de la fabrication des fromages, le chauffage des laits, la baisse de la W donc, lors de l'affinage, ou encore la synthèse d'acides organiques ou de substances antimicrobiennes par les micro-organismes natifs des fromages peut limiter, voire éliminer les pathogènes. Et donc l'effet barrière des micro-organismes présents est vraiment une clé. Et à ce titre, la richesse microbienne du lait est une première ligne de défense contre l'installation de bactéries pathogènes ou opportunistes. Alors d'ailleurs, certains mélanges microbiens sont capables, ça a été une étude qui le montre, capables d'inhiber l'Listeria monocytogenes, et ça pourrait être un potentiel à explorer pour d'autres agents pathogènes. Et ce que je voulais aussi signaler ici, c'est que les risques infectieux en fait, sont souvent faciles à objectiver et sont avérés parce qu'ils sont souvent liés à un temps court et à un seul agent causal, ce qui diffère par rapport aux autres affections qu'on a recensées dans ce livre blanc, qui sont des affections plus chroniques, donc observables sur un temps plus long et qui sont souvent multifactorielles, donc il est difficile d'attribuer les effets à risque ou les effets protecteurs à un seul agent causal. Alors, je vais maintenant continuer avec des données disponibles sur l'impact de la consommation des fromages sur les maladies neurovasculaires et les cancers. Mais avant, je souhaitais faire un petit préalable. Préalable qui rappelle que les fromages sont vraiment caractérisés par une teneur élevée en sodium, en acides gras, et on sait que la consommation en excès de ces éléments spécifiques ils sont décrits dans la littérature comme des facteurs de risque cardiovasculaire et de cancer. Et depuis plusieurs décennies, eh bien, ces constats ont conduit à de nombreuses recommandations nutritionnelles en cas de prévention ou même de traitement, par exemple lors de découverte d'hypertension, et notamment entraînant une diminution drastique de la consommation de fromage, voire leur éviction totale. Or, eh bien, depuis une décennie, en fait, les données de la littérature aboutissent finalement peut-être à un changement de paradigme, puisque les dernières publications réalisées à partir de cohortes de patients ou en population générale, donc plutôt de type méta-analyse de ces données, qui prennent en considération le fromage en tant qu'aliment complexe au sein d'un régime alimentaire complet et non comme la consommation d'un ingrédient pris individuellement et séparément, montre que finalement l'extrapolation contenu en acides gras saturés des fromages égale facteur de risque cardiovasculaire n'est plus si linéaire que ça quand on parle de fromage. Et dans le cas d'une alimentation équilibrée, bien évidemment, la consommation de fromage n'apparaît pas comme un surrisque de mortalité et dans certains cas serait un facteur protecteur. Pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, la consommation de fromage aurait des effets neutres, voire bénéfiques, on va le voir. Et pour les cancers, c'est plus nuancé et moins robuste, mais les effets seraient globalement neutres vis-à-vis de la plupart des cancers. Alors, je ne vais pas détailler ici ce tableau, mais en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, la littérature recense plusieurs types de syndromes, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies coronariennes, l'hypertension, et s'intéresse à la fois aux aspects de mortalité et de morbidité. Et juste pour faire un focus sur une étude récente de 2023, qui est donc une méta-analyse qui regroupe 162 études et plus d'1 million de participants, eh bien, elle montre que cette méta-analyse qu'il y a un effet neutre de la consommation de fromage vis-à-vis de la mortalité. Et en termes de morbidité, eh bien, la consommation de fromage diminue respectivement de 8% le risque de développer des maladies coronariennes et de 7% le risque de développer des AVC. Alors évidemment,
qui dit méthode expérimentale dit limite, et les méta-analyses ont des limites, notamment parce que ces méta-analyses elles ne tiennent pas compte de l'hétérogénéité des populations étudiées, en termes de fonds génétiques, d'habitudes alimentaires, d'hygiène de vie. Par ailleurs, les méta-analyses et les cohortes étudiées sont majoritairement des études européennes et nord-américaines, donc ne prennent pas en compte complètement la diversité des populations. On l'a dit, mais ces méta-analyses, parce que les données ne sont pas disponibles dans la littérature, ne peuvent prendre en compte la diversité des différents types de fromages, avec leur variabilité en termes de teneur en nutriments, de présence de pré et de probiotiques variables. Et puis, il n'y a pas ou trop peu d'études interventionnelles ou prospectives d'ampleur, parce que la majorité des études utilisées sont des études observationnelles et finalement assez déclaratives. Alors, on a quand même quelques études qui vont d'ailleurs toutes dans le même sens, plutôt d'un effet protecteur, mais ça reste bien sûr à confirmer. Alors, plusieurs facteurs explicatifs potentiels sont également pointés dans la littérature, soit pour leurs effets indirects sur les facteurs prédisposants à ces maladies cardiovasculaires telles que l'obésité, la dyslipémie, le diabète de type 2 ou l'hypertension artérielle, soit directement par l'action d'acides gras à courte chaîne, de probiotiques ou de péptides bioactifs. Alors, vous trouvez dans le livre blanc, en fait, l'ensemble de la littérature qu'on a moissonnée, avec le détail de ces études, en tout cas, ce qu'on en a retiré. Pour ce qui est de l'impact de la consommation de fromage sur les cancers, eh bien, les études récentes sont également des méta-analyses, mais qui sont moins nombreuses que celles portant sur les maladies cardiovasculaires. Et ce qu'on peut dire en général, c'est que la consommation de fromage ne semble pas un facteur de surrisque. Alors c'est à confirmer, dans le sens où on a encore un nombre d'études qui pourrait être augmenté, mais surtout parce que certaines études montrent que pour certains types de cancers, on aurait une augmentation de survenue des cancers liés à la consommation de fromage, en particulier les cancers de la prostate ou les cancers de type lymphome diffus à grandes cellules B. Alors, encore une fois, on a dans la littérature des hypothèses, des facteurs qui pourraient expliquer ces effets sur les cancers. Donc, effets neutres par rapport au cancer, voire bénéfiques avec l'action de probiotiques, d'acides gras ou de peptides bioactifs, mais également des facteurs de risque comme les micro-ARN ou le calcium qui, dans la littérature, semblent être associés à une augmentation du nombre de cancers de la prostate. Dans tous les cas, en fait, les fromages sont associés à une protection contre les cancers, notamment parce qu'ils protègent contre le stress oxydatif. Mais il s'agit souvent d'études in vitro qui regardent les éléments, encore une fois, séparément. Il y a peu d'études in vivo. Et je voudrais quand même citer ici qu'il y a quand même quelques modèles maintenant in vivo qui permettent de faire ces études un peu plus interventionnelles, un peu plus robustes, notamment un modèle qui a été développé à Aurillac sur un petit nématode. Alors vous me direz c'est loin de l'homme, mais pour autant sur ce qu'on étudie, c'est pas si loin. Et ces travaux montrent qu'il y a un effet protecteur de la consommation de fromage contre le vieillissement et le stress oxydatif. Alors, à conclusion, voilà, ce livre blanc, c'est une synthèse bibliographique. Elle ne produit pas de connaissances nouvelles, elle les agrège. Et l'objectif, c'était de les rendre aussi relativement accessibles au plus grand nombre. Et il s'agissait vraiment de se focaliser sur les données humaines en recensant les bénéfices et les risques liés à la consommation de fromage, en identifiant ce qui est établi, ce qui reste à explorer. Et ce livre blanc, en fait, n'avait pas vocation à faire une analyse de risque, la balance entre les bénéfices et les risques. Il n'avait pas vocation à aboutir à des recommandations en matière de santé, mais il donne à voir, il me semble, quand même, ce qui est démontré, y compris très récemment, ce qui peut changer certains paradigmes, et il donne également des pistes qui devraient guider les prochaines recherches, notamment en termes de lien entre degré de microbiodiversité et impact pour la santé de l'homme. Alors ce livre blanc montre aussi, s'il était nécessaire, qu'il reste à mener encore des travaux ambitieux en termes de recherche, mais notamment parce que la très grande majorité des publications en fait, ne précisent pas le type de fromage impliqué. Et on aurait vraiment besoin, vous l'avez compris, d'avoir des études qui vont plus loin sur les types de fromage et leur degré de microbiodiversité et leur lien avec la santé.
Et puis parce que il y a également besoin d'études interventionnelles pour avoir un niveau de preuve beaucoup plus important, menées à l'échelon international pour prendre en compte l'hétérogénéité des populations, les fonds génétiques, habitudes alimentaires, mais également interdisciplinaires et intersectorielles, et j'y tiens, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir de rassembler des consortia inédits d'acteurs de filières du secteur réglementaire, du contrôle et les scientifiques à ces travaux. Et puis, je voudrais finir quand même par, et vous savez pas pour surprendre pour ceux qui me connaissent, je voudrais vraiment souligner l'importance de casser les silos pour appréhender la complexité du vivant, faire face aux enjeux de santé humaine de demain, qui sont de toute façon interconnectés avec les enjeux de santé animale, santé végétale, santé environnementale, voire patrimoniale de nos territoires, à tous les niveaux, ce qui reviendrait finalement à changer de paradigme dans la façon, dans notre méthode de travail, pour mettre véritablement en place une approche intégrée de la santé, One Health, dans la recherche, on vient de le dire, mais également la prévention, la maîtrise du risque sanitaire, la conception de la réglementation et des normes internationales, jusqu'à la formation, voilà, depuis l'amont de la chaîne alimentaire jusqu'au consommateur et au corps médical. Et en passant par une meilleure communication entre disciplines scientifiques, experts, et l'ensemble des acteurs des secteurs concernés. Et c'est, je crois, l'objectif partagé de cette journée. Et j'espère qu'on l'atteindra à la fin de notre journée pour une meilleure approche globale et intégrée des enjeux de santé. Voilà, une petite diapositive d'absence de conflit d'intérêts. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Estelle pour cette présentation. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions dans la salle sur des points que vous souhaiteriez explorer un petit peu plus en détail? Tout le monde a compris? Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur... bon, il y a deux facteurs importants dans ce livre blanc qui, par rapport aux connaissances qu'on avait. Là, on voit l'importance du microbiote et le fromage, premier contributeur de ce microbiote. Donc, je voudrais savoir où en sont les recherches là-dessus. Grosso modo, on parle des recherches qui sont menées depuis 10 ans. Et je voudrais avoir une petite vision un peu plus claire, peut-être un peu plus de 10 ans, mais de manière... Il y a beaucoup de littérature. Et maintenant, le terme microbiote est devenu un nom commun pour les consommateurs. Ils savent de quoi on parle. Et puis, il y a tout l'aspect matière grasse laitière aussi, où là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, je voudrais remettre tout ça un petit peu dans le contexte. Peut-être vous, Christophe, rappeler un petit peu, et notamment reposer les enjeux entre toutes ces maladies infectieuses qu'on a beaucoup combattues, et avec beaucoup de succès. Mais on est peut-être un petit peu trop loin, puisqu'il y a des effets pervers qui sont là aujourd'hui. Oui, donc on peut anticiper. Alors la recherche sur le microbiote, c'est une vaste question, parce que c'est quelque chose qui est un secteur qui est hyper dynamique depuis maintenant une quinzaine d'années, qui a toujours été un petit peu à la pointe depuis 20-30 ans, et qui s'est largement en fait, qui a explosé en fait avec le développement des méthodes, notamment moléculaires, qui a permis en fait de voir beaucoup plus de choses que ce qu'on voyait avant et plus vite. Donc beaucoup de corrélations, beaucoup de choses qu'on peut attribuer au microbiote, et à la fois des démonstrations de causalité qui ne sont pas toujours bien là, toujours bien étayées. Corrélation n'est pas raison, et c'est souvent le cas en fait dans le microbiote. Alors on a aussi quelques cas particuliers, peut-être pas forcément liés au fromage, mais qui laissent penser que ce sont des pistes thérapeutiques notamment assez intéressantes sur le plan stratégique, dans les stratégies vraiment de traitement de pathologies un peu parfois majeures. Le lien avec le fromage et le microbiote, il a été beaucoup moins travaillé, parce qu'en fait le travail autour de l'aliment, il s'est plutôt fait avec des systèmes par exemple de type yaourt, relativement simple, avec 2 bactéries, où on essaie d'avoir une vision relativement maîtrisée en fait déjà du produit, et puis après des cohortes de patients qu'on allait étudier. C'est beaucoup plus compliqué quand on parle de fromage. Quand on parle des fromages, et même un fromage au lait cru de type, on va dire, Saint-Nectaire, parce que je viens de cette zone-là de la France, 2 produits peuvent être assez différents en termes de microbiote. Donc forcément après derrière, en termes d'application, en termes de démonstration, tout est beaucoup plus compliqué. Les travaux autour de l'impact bénéfice santé, notamment des microbes, ils passent beaucoup par les bactéries lactiques. Ça a été quand même le cœur d'activité de beaucoup de chercheurs dans les années 90-2000, encore un peu aujourd'hui.
Donc avec des choses assez intéressantes, hein, le lien avec les maladies inflammatoires, ça a bien été présenté, le lien avec les Propionibacterium par exemple, ou avec quelques bactéries lactiques. La question qui s'ouvre maintenant, c'est la question de la diversité, notamment globale, avec des collègues, notamment américains, qui se posent une question qui est relativement simple, c'est que est-ce qu'une entrée qui serait pertinente, ce ne serait pas la dose de microbes à consommer par jour? Et derrière cette dose, une diversité qui serait la plus grande possible. Donc c'est des grands enjeux à l'échelle scientifique. C'est un sujet où nos collègues américains sont plutôt en pointe, alors qu'ils n'étaient pas forcément sur ce sujet-là il y a encore 5 ou 10 ans. Mais assez intéressant, et assez intéressant pour nous quand on parle de fromage, parce que en fait, derrière cette diversité fromagère du plateau de fromage, mais aussi une diversité de microbes, et que peut-être une des bonnes approches, c'est de consommer peu, mais très différent et régulièrement. Et c'est ce sujet-là qu'on peut essayer de travailler dans le temps, je pense, même si c'est pas facile à démontrer en termes de science.